forme de plein pied avec le coffre. Une astuce qui permet d'agrandir l'espace de rangement et ainsi de transformer la bête en confortable compagne de vacances. Autre nouveauté, les ouïes du modèle qui font fonction d'extracteur d'air pour la ventilation de l'habitacle. Enfin et surtout, avec des masses mieux réparties, le coupé fastback affiche un comportement routier plus équilibré. Avec ce nouveau modèle, le phénomène Mustang se confirme et va grandissant et commence forcément à devenir bien envahissant pour certains. Alors qu'en est-il de la concurrence ? La concurrence, au début, en fait, elle s'est fait littéralement enfumer par Ford. Il y avait très peu d'autres véhicules dans les mêmes niveaux de prix, avec le même niveau de fonctionnement. La première voiture qui est sortie sur ce jeune créneau on appelle ça les Sports Compact Cars, c'est Plymouth, le groupe Chrysler, qui sort la Plymouth Barracuda. The 65 Plymouth Barracuda, a fast-moving new fastback at a spectacular low price. Ils font une erreur de casting, ils font un joli fastback mais avec une face avant populaire, dérivée de la Plymouth Valiant, et surtout un lancement commercial qui reste très basique. La voiture est présentée quelques semaines avant la Mustang, elle a le bénéfice de la nouveauté, mais dès que la Mustang sort, elle va toujours rester dans l'ombre de la Mustang. Seule maîtresse des routes dans sa catégorie, la Mustang passe le cap fatidique du million d'exemplaires vendus en mars 1966. Mais la résistance ne tarde pas à réagir et à prendre en chasse le petit cheval. Fin 66, début 67, l'éternel concurrent de Ford, General Motors, lance sa réponse à la Mustang, la fougueuse Chevrolet Camaro. Camaro, fiery new creation from Chevrolet. Mais les voitures chez Chevrolet ou dans le groupe General Motors étaient quand même à des niveaux de prix beaucoup plus hauts et donc adaptés à une clientèle différente, plutôt à des quinquas ou des gens comme ça, mais pas à la jeune population. Mustang, the car that made a Alors que 1966 n'apporte que peu d'évolution du côté de la Mustang, tout au plus quelques modifications au niveau du tableau de bord qui la distinguent un peu plus de la Falcon, de nouvelles pony cars investissent les routes. Dodge Charger, Pontiac Firebird ou Plymouth Barracuda. La Mustang doit impérativement s'adapter pour résister. Ford a été obligé de modifier un petit peu la Mustang pour répondre à la concurrence des Camaro, des Pontiac, etc. Il fallait faire évoluer la voiture et en termes de dimension, de train roulant, etc. pour pouvoir répondre et avoir des voitures qui fonctionnent bien. Et la course dans tout ça ? Eh bien la petite Ford n'est pas en reste. La compétition automobile va même booster l'image de puissance de la Mustang. En France, dans le Tour Auto catégorie tourisme, où les Jaguars Mark II règnent sans interruption depuis le début des 60s, la Mustang met un terme à cette suprématie avec un doublé dès 1964. Mais Iacocca en veut plus. Pour Lee Iacocca, il fallait que la Mustang ait une représentation en course. Telle qu'elle était à l'origine, elle était un petit peu limitée, il fallait donc l'adapter à la compétition. C'est Carroll Shelby qui s'est chargé de ça. Carroll Shelby, c'est ce fameux Texan haut en couleur qui, depuis 1962, greffe sur des modestes AC anglaises le moteur V8 Ford sous sa propre bannière, AC Cobra. Ces bolides, qui bénéficient d'un rapport poids-puissance phénoménal, obtiennent un succès fracassant. Plus de 1000 exemplaires sont construits. Carroll Shelby, c'est un pilote texan que tout le monde connaît, mais c'était aussi un excellent préparateur. Il était déjà sous contrat avec Ford. En fait, il faisait courir les fameuses Cobra depuis 1962 avec l'écurie Shelby American. Et Shelby American était un petit peu l'écurie officielle de Ford en compétition. Carroll Shelby s'est occupé du développement aussi des Ford GT40. Il était dans les programmes au Mans entre 64 et 66 avec le GT40. Donc il était l'homme de la situation pour rendre la Mustang compétitive. Les jeunes Américains qui regardaient les courses et admiraient les sportives européennes qui venaient ici les trouvaient trop chers, comparés aux voitures américaines. Alors, lorsque la Mustang est arrivée à moins de 3000 $, la voiture fit un malheur. On commence la piste. L'homologuer pour en faire une voiture de compétition. John Bishop, qui était le chef de la fédération automobile, me dit
C'est pas une vraie sportive. Elle n'a pas la suspension adaptée à la course, ni les freins adaptés. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas pour qu'elle devienne une vraie sportive. Un peu plus tard, j'ai revu Yakoka qui m'a demandé « Mais qu'avons-nous à entreprendre pour faire de la Mustang une vraie voiture de course ?» J'ai dit « Je ne sais pas vraiment. » J'ai rappelé John Bishop et je lui ai demandé à mon tour « Qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire une vraie voiture de course ?» Alors il m'a dit « Pourquoi ne pas mettre de plus gros freins à l'avant, arriver à tirer 300 à 350 chevaux du moteur, changer les suspensions et les pare-chocs, et enlever les sièges arrière qui ne pouvaient en fait servir qu'à des enfants sans jambes. » Bref, il m'a donné une liste d'une dizaine de modifications à faire, et même si je n'avais pas vraiment envie d'en faire une voiture de course, nous avons construit la première voiture en 45 jours. Et c'est ainsi que la Shelby GT350 voit le jour en 1965. Un écrin de fastback classique dans lequel bat un V8 High Performance de 271 chevaux, rapidement transformé par les ateliers AC Cobra en 306 chevaux. 100 exemplaires sont construits pour faire homologuer la Mustang Shelby en voiture de tourisme. À ces 100 modèles baptisés GT350S, S pour Street, 15 autres sont transformés en véritables machines de circuit, beaucoup plus pointues, avec pare-choc en fibre de verre, vitres en plexiglas et moteurs poussés à 360 chevaux. Ce sont les 350R, R pour Race. Autant dire que pour l'automobiliste lambda désireux de s'offrir une Shelby GT350S, plus question de débourser les modiques 2300 $ d'une Mustang classique. La Mustang Shelby, qui coûte elle entre 6 000 et 7 000 $, est alors loin, très loin de la petite polycar destinée aux jeunes. Là, on est dans l'essence même du sport automobile tel que l'on voulait Lee Iacocca et Carroll Shelby. C'est-à-dire une Mustang exclusive destinée à la compétition, avec une production un petit peu limitée de voitures exceptionnelles. Very soon now, we'll be racing these cars against the best competition in the world. Les Shelby GT350 connaissent des fortunes diverses en compétition. Si aucune d'entre elles ne parvient jamais à terminer la moindre course aux 24 heures du Mans, en revanche, elles font l'attraction des compétitions sur circuit aux USA, comme ici aux 24 heures de Daytona. La voiture devient une des vedettes des circuits américains. Les Shelby Mustang deviennent un véritable mythe, ce qui a participé à l'image forte. Mais civilisé. Une mainmise qui n'augure rien de bon pour l'avenir entre Ford et Shelby, malgré les performances des GT350 et des GT500. Elle entre directement en concurrence avec les produits Ford, par exemple les Mustang Mach-1, les Mustang Boss qui se vendent beaucoup mieux. Mustang Mach-1, the wildest Mustang ever made. Qui sont un petit peu plus abordables, qui sont plus adaptés à la clientèle. Côté course, les Shelby 68 n'arrivent plus à suivre le rythme des Camaro. Côté route, les voitures, mieux équipées et plus confortables, obtiennent cette année-là leur meilleur score commercial, avec quelques 4400 exemplaires vendus. Mais la course à la puissance et la législation américaine vont finir par avoir raison des Mustangs Shelby. Mais les Mustangs devenaient de plus en plus grosses. Et le temps se gâtait pour nous, à cause de nouvelles normes anti-pollution, anti-bruit et de sécurité appliquées aux voitures de gros calibre. Et ça a mis un terme à ce que je voulais faire. Il n'y avait plus beaucoup de choses à faire pour moi. Son programme compétition est réduit de manière drastique. Donc pour Shelby, c'est la fin d'une époque. Il demande d'arrêter le programme Mustang Shelby à l'automne 69 et le partenariat Ford-Shelby s'arrête à cette époque-là. Shelby se retire, non sans avoir largement participé à asseoir le statut déjà culte de la voiture. Et de culte à iconique, il n'y a qu'un pas. Bullet. Et c'est le cinéma qui va rapidement le faire franchir un Bullet. grâce à un film, Bullet. Avec Steve McQueen. Bien vu San Francisco. C'est un film qui est novateur dans le traitement du polar, en fait, du film policier. Il met la poursuite automobile au cœur de l'intrigue. Tous les films policiers qui vont venir après auront ce schéma avec le héros ou l'anti-héros et la poursuite automobile. C'est la plus belle course de voiture pratiquement en réel
qui a été tourné et qui dure, de mémoire, ça doit durer 13 ou 14 minutes entières. Bon pilote, c'est Steve McQueen lui-même qui règle les poursuites. Steve McQueen, à l'époque, qui est un acteur au fait de sa gloire, choisit délibérément donc un fastback Mustang 68 pour cette poursuite. C'est ce qui va donner ses lettres de noblesse. Il y a ce côté performance, ce côté héros noir, on va dire, dans la tradition du polar américain, mais avec de la performance au milieu au volant d'un fastback Mustang. C'est la voiture la plus vue au cinéma dans tous les films. Un physique de cinéma qui impose logiquement la Mustang comme l'une des voitures les plus présentes sur pellicule. Quel que soit le modèle, quelle que soit l'époque ou le pays, quelle que soit sa manière d'être conduite. Le fait qu'elle soit devenue une icône très très vite, ça a été relayé par le cinéma. Le cinéma a aidé aussi à en faire une icône, c'est un peu l'effet boule de neige. Je pense que c'est là que c'est passé vraiment à la postérité et que tout le monde reconnaît la Mustang sur la route. Pourtant, la toute première trace d'une Mustang au cinéma ne se trouve pas là où on l'imagine. La première Mustang dans un film, elle s'est vue en France dans Le Gendarme de Saint-Tropez. C'est la première fois qu'on en voit une avant les États-Unis. C'est une splendide décapotable rouge qui est la toute première Mustang qui est arrivée en Europe. Mission spéciale et discrète. Discrète. Hey. Deux ans après Le Gendarme de Saint-Tropez, Claude Lelouch fait de la Mustang l'un des principaux protagonistes de son film Un homme et une femme et révèle la voiture à la France entière, Palme d'or à la clé. Henri Chemin, qui était directeur de la compétition et du marketing chez Ford France à l'époque, a eu cette belle phrase. Il a dit « La Mustang a été Palme d'or en 1966 ». En fait, il y a trois acteurs dans le film. Il y a Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée et la Ford Mustang. Tellement dynamique. Bon, je suis au bout de mon enregistrement. C'était une partie du Mustang. C'est intéressant. Bonne soirée.